Je m'appelle Colette Sinclair. J'ai 34 ans, et pendant 7 ans, je n'avais vu absolument personne de ma famille. Puis, ma grand-mère m'a appelé, un mardi après-midi, pour me dire que son médecin avait parlé en moi, et non en année, et elle m'a demandé de rentrer à la maison, une dernière fois. 3 heures après mon arrivée dans sa chambre d'hôpital, ma sœur a fait irruption, annonçant qu'elle entraînait toute la famille à dîner, ce soir-là, pour fêter sa promotion, et on attendait de moi que je garde le sourire, d'un bout à l'autre de la soirée. Mes parents se tenaient, alignés, derrière elle. Mes tantes et mes oncles étaient déjà sur la liste des invités. Ma grand-mère m'a serré la main, et m'a chuchoté, juste un dîner, ma chérie, pour moi. Personne, à cette table, ne savait que je transportais une lettre pliée, dans la sacoche de mon ordinateur portable, depuis 9 heures ce matin-là. Ma sœur ne le savait pas. Mes parents ne le savaient pas. Au moment du dessert, tous les sourires à cette table s'effaceraient. Avant de vous emmener dans cette salle à manger, abonnez-vous, et laissez un commentaire avec le nom de votre ville, et l'heure à laquelle vous regardez. Je lis tout le monde. Laissez-moi vous ramener à ce mardi après-midi, quand le téléphone a sonné pour la première fois. L'appel arrive à 16h17, un mardi après-midi. Je me souviens de l'heure, car je suis en train de fixer le plan d'implantation, pour le projet de la bibliothèque d'Evanston, en mâchouillant le bout d'un crayon rouge, et mon téléphone s'allume avec un numéro que je n'ai pas composé depuis 7 ans. L'indicatif de l'Ohio, 419. J'ai failli laisser sonner dans le vide. Puis, je vois le nom du contact, juste en dessous. Mamie Margie. Je décroche à la 4e sonnerie. Colette. Sa voix est plus faible que dans mes souvenirs, un peu fêlée sur les bords. Mamie, je suis là. Le docteur Patel m'a fait asseoir ce matin, ma chérie. Il a dit, des mois, pas des années. Je pose mon crayon. Je ne pleure pas. Je ne dis rien, pendant un long moment. Les grandes baies vitrées de notre bureau, du sol au plafond, capturent le soleil de fin de journée de Chicago. Et je regarde un voilier, glisser lentement sur le lac. Quel hôpital? Saint-Agnès. Le même où ton père est né. Je pars vendredi matin. Colette, personne d'autre n'est obligé de le savoir. Si tu ne veux pas de là-bas, je ne leur dirai rien. Dis-le à qui tu veux. Mamie, j'arrive, pour toi. Elle se met à pleurer. J'écoute. Je la laisse faire. Après 7 ans à lui écrire des lettres, d'une écriture que je reconnaissais à peine, c'est la première fois que j'entends sa voix, en direct, depuis la nuit où j'ai quitté l'Ohio. Ton père va appeler. Il le fait toujours, quand je suis malade. Laisse-le appeler. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. Je raccroche. Je ferme mon ordinateur. Je marche directement jusqu'au bureau de David, 2 portes plus loin. Il lève les yeux, d'une pile de dossiers d'appel d'offres. Je serai injoignable, de vendredi à dimanche. Une affaire de famille. Il observe mon visage. Il est mon associé depuis 6 ans, et il ne pose pas une seule question. Prends une semaine. L'annonce de la fusion sort vendredi, de toute façon. Fais bonne route. Je hoche la tête. Je rentre chez moi, pour faire mes valises. Vendredi matin, je charge un simple sac de week-end à l'arrière de ma Volvo, et je pointe le nez de la voiture vers l'est, sur l'autoroute I-80. Chicago disparaît derrière moi, en 40 minutes. L'Indiana défile, en silence. Je n'allume pas la radio. David m'envoie un seul texto, aux alentours de Gary. Ça va? Je réponds. Ouais, je conduis, c'est tout. 5 heures de champs de maïs plat, et de ciel gris. Je n'ai fait ce trajet, qu'une seule fois en 7 ans, et c'était dans la direction opposée. La nuit où j'ai enfin arrêté, de devoir m'expliquer. La dernière fois que j'ai pris cette route vers l'est, j'avais 27 ans, je portais une robe droite noire, et je n'avais rien mangé depuis 31 heures. Ce soir, j'en ai 34. J'ai mangé une barre protéinée, dans le parking souterrain. Je conduis à la limite de vitesse, parce que la limite de vitesse, c'est la limite de vitesse. Je franchis la frontière de l'Ohio, au kilomètre 430. Les panneaux verts de l'autoroute commencent à afficher les noms des villes, que j'ai grandi en évitant. Toledo, Bowling Green. Ma sortie. Je m'arrête dans un circle K,
à la sortie 181, pour prendre un café et aller aux toilettes. Punaise, sur le panneau d'affichage communautaire, près de la porte, entre un avis de recherche pour un chat perdu, et l'annonce d'un souper spaghetti à l'église, il y a une affiche en papier glacé. Harlow & Drive Architect, un logo que je n'avais pas vu depuis un moment. Fier sponsor du gala de printemps. Le nom du cabinet de ma sœur, écrit en grosses lettres bleues avec empattement. Je m'y arrête, peut-être 2 secondes. Puis, je paie mon café, et je sors. Le vendeur derrière la caisse m'interpelle. Madame, vous avez oublié votre reçu. Gardez-le. Merci. Je m'assois dans la Volvo. Je bois la moitié du café. Je démarre le moteur. La ville n'avait pas changé. Il n'y avait que moi. Je retourne sur l'autoroute, et je dirige la voiture vers l'hôpital Saint-Agnès. Plus que 35 km à faire. Mon téléphone sonne, une fois. Maman. Je ne réponds pas. Je ne suis pas encore prête. Laissez-moi vous parler de la nuit, où j'ai cessé d'être une Sinclair, de quelque manière qui compte. C'est en juillet, il y a 7 ans. La salle de bal du Maumee Country Club. Le 30e anniversaire de mariage de mes parents. 40 personnes sur la liste des invités. Des cousins que je n'avais pas vus depuis Noël. Le pasteur Tim. Tante Patricia. Ma mère, dans une robe lavande. Mon père, dans un costume anthracite, ayant déjà entamé la moitié de son 3e bourbon. J'ai 27 ans. Je porte une robe droite noire, car je viens juste de terminer un stage d'été en design, à Columbus, et c'est le plus beau vêtement que je possède. Dans mon sac à main, plié en 3, se trouve ma lettre d'admission à l'Illinois Institute of Technology, pour un master en architecture. Le programme commence dans 6 semaines. Mes parents m'avaient promis le fonds d'études, depuis l'âge de mes 14 ans. 42 000 $, assez pour les 2 premières années. Je n'avais encore parlé de cette lettre, à personne. J'allais l'annoncer à mes parents, au moment du dessert. Mon père se lève, pendant les toasts, son verre de bourbon à la main. Il parle d'amour, de sacrifice, et d'avoir élevé 2 filles qui ont plutôt bien tourné, tout bien considéré. Rire poli. Puis, il change de sujet. Votre mère et moi avons pris une décision, et nous voulions vous l'annoncer, tous ensemble. Je ne le sais pas encore. Je souris toujours. Brianna a besoin d'un nouveau départ. Elle a traversé beaucoup d'épreuves cette année, alors nous avons décidé, de lui donner le fonds d'études, comme acompte pour sa nouvelle maison. Colette a toujours été celle, qui se débrouille toute seule. Elle comprendra. Ma mère lève son verre. Elle me sourit, comme si je devais lui en être reconnaissante. Ma sœur lance les applaudissements. Je pose ma serviette. Je sors de la salle de bal. Je roule sur 640 km, cette nuit-là. Ma lettre d'admission reste pliée, dans mon sac à main. Je n'ai plus jamais adressé la parole, ni à mon père, ni à ma mère, jusqu'à aujourd'hui. Saint-Agnès sent exactement, comme dans mes souvenirs. Le nettoyant pour sol au citron, et les vieux œillets. L'ascenseur fait toujours digne, 2 fois, au 3e étage. Chambre 314. Je frappe, 1 fois. Je pousse la porte. Elle est plus petite, dans ce lit, que ce à quoi je m'étais préparé. Ses cheveux argentés, détachés sur l'oreiller. Une ligne de perfusion, scotchée sur le dos de sa main gauche. Elle me voit, et tout son visage s'illumine, comme une fenêtre qui s'ouvre. La voilà. Voilà ma fille. Je traverse la pièce en 3 enjambées, et je m'assois sur le bord du lit. Je prends sa main. La peau est fine, comme du papier. Elle sent le savon à la lavande, qu'elle a utilisé, tout au long de ma vie. Salut, mamie. 7 ans. Tu as bonne mine, ma chérie. Raconte-moi tout. Je lui parle de Chicago, de l'appartement sur Wabash avec sa fenêtre en bail, de David, et du projet de la bibliothèque d'Evanston, dont la construction commencera au printemps prochain. Je garde une voix basse, et je ne me vante pas. Je ne me vante jamais avec Margie. Elle n'en a pas besoin. Elle écoute. Elle pose des questions. Elle s'enquiert des plafonds de la salle de lecture de la bibliothèque. 5 mètres de haut. Je lui parle des fermes en chêne.
des puits de lumière, orientés nord-sud. Je te cherche sur Google toutes les semaines. Tu sais, ce nouveau bâtiment à Evanston. C'est ma fille, sur la liste du conseil d'administration. Tu me cherches sur Google? Ma chérie, je te cherche sur Google depuis 2019. Je n'arrêtais pas de leur dire que tu allais très bien. Ils n'ont jamais écouté. La fierté rend les gens sourds. Je ris. Mes yeux piquent. Tu m'as manqué, mamie. Tu m'as manqué davantage. La porte s'ouvre derrière moi. Ma mère, mon père, ma sœur. Tous les trois, dans l'encadrement de la porte, comme s'ils s'étaient coordonnés à l'extérieur, pendant les 15 dernières minutes. Ma mère a les yeux rouges. Mon père a les mains dans les poches. Ma sœur porte une robe moulante rouge, et des talons. Personne ne dit rien, pendant 4 secondes. Ma mère craque la première. Elle se précipite vers le lit, et m'enlace. Je ne lui rends pas son étreinte. Du parfum à la lavande, de la laque, et 7 ans de textos sans réponse. Oh, ma chérie. Oh mon Dieu, tu as l'air si maigre. Est-ce que tu manges? Je ne réponds pas. Je repousse doucement, ses bras loin de moi. Salut, maman. Mon père reste dans l'encadrement de la porte. Il lève le menton, d'exactement 1 centimètre. Colette. Papa. Ma sœur glisse dans la pièce, comme si elle défilait sur un podium. Elle tient un gobelet en plastique, rempli de champagne, ce qui est, j'en suis presque sûr, contraire au règlement de l'hôpital. Elle se penche sur le lit, pour embrasser la joue de Margie. Mamie, on va te laisser te reposer. Colette, tu as réussi à venir, finalement. Bienvenue à la maison, sœurette. Je hoche la tête. Je suis venu pour voir mamie. Bien sûr que oui. Et elle va très bien. Le docteur Patel lui a déjà donné l'autorisation, pour le dîner de ce soir. 2 heures hors du lit. Ça lui fera du bien. Quel dîner? Ma mère attrape ma main, fermement, d'un air suppliant. Brianna vient juste d'obtenir une énorme promotion, ma chérie. Nous avons réservé aux lanternes pour 19 heures. La famille, et quelques amis proches. Nous planifions ça depuis 3 semaines. Maman, j'ai conduit pendant 5 heures. Je suis venu pour mamie. Colette, s'il te plaît. Tout le monde a déjà été prévenu de ta venue. Ce serait gênant si tu ne venais pas. Brianna me lance un grand sourire, toute dents dehors. Ça signifierait beaucoup, sœurette. Vraiment, la famille passe avant tout. C'est le but de cette soirée. Je regarde Margie. Ma grand-mère m'observe très attentivement. Ses yeux sont clairs. Elle sait exactement ce qu'on est en train de me demander. Elle lève sa main libre et tapote le dos de la mienne. Une fois. Vas-y, ma chérie. Un dîner, pour moi. Mamie. Un dîner. Ma sœur frappe dans ses mains. C'est réglé. Maman, je ramènerai Colette à la maison, pour qu'elle puisse se changer. Je regarde ma grand-mère, une dernière fois. Elle me fait un clin d'œil. Je dis oui. La maison dans laquelle j'ai grandi, semble presque exactement la même, depuis le trottoir. Même bardage à clin blanc, mêmes hortensias dont ma mère fait une obsession. Même balancelle de Porsche, sur laquelle j'avais l'habitude de lire. À l'intérieur, la moindre trace de mon existence a été effacée. Ma chambre d'enfant est devenue un studio de yoga. Des murs rose pâle. Un tapis en liège au milieu de la pièce. Mes étagères ont disparu. Mon poster de Frank Lloyd Wright a disparu. Le planning encadré d'un vélo peloton est accroché, là où se trouvait ma table à dessin. Ma mère me suit dans les escaliers. Nous l'avons converti il y a 5 ans. Je fais du pilate, maintenant. La lumière est tellement bonne, ici. C'est bien, maman. Tes cartons sont dans le garage. Je peux demander à ton père de les descendre, si tu les veux. Non. En bas. Le manteau de la cheminée arbore une photo de mariage de mes parents, un portrait de fin d'études de Brianna, et une photo de fiançailles très posée, de Brianna et Brett. Il n'y a pas une seule photographie de moi, nulle part, dans le salon. Je ne suis pas offensé.
Je le remarque, c'est tout. Dans la chambre d'amis, j'ouvre mon sac de week-end. J'en sors un blazer noir, un chemisier en soie blanche, et un simple pantalon de tailleur noir. Je coiffe mes cheveux en un chignon torsadé. Je mets les boucles d'oreilles en argent, que David m'a offertes, après avoir conclu le contrat d'Evanston. Je glisse mes pieds, dans de petits talons noirs. Je passe ma sacoche d'ordinateur en bandoulière, sur mon épaule. Ma mère apparaît dans l'encadrement de la porte. Ma chérie, as-tu vraiment besoin d'apporter ce sac? C'est un dîner de famille. Une habitude de travail. Il fait un peu froid, ma chérie. Je voyage léger, maman, mais j'emporte toujours du travail avec moi. Elle ouvre la bouche. Elle la referme. Elle fait demi-tour, et descend les escaliers. Je vérifie le dossier à l'intérieur du sac, une fois de plus. Mon père conduit. Ma mère est assise sur le siège passager, s'affairant avec un collier de perles. Brianna est assise à l'arrière avec moi, les jambes croisées, faisant défiler l'écran de son téléphone, me jetant de temps en temps un coup d'œil, de la même façon dont on vérifie son reflet, dans la vitrine d'un magasin. Le Lantern Steakhouse est le meilleur restaurant, d'une ville de 14 000 habitants. Des appliques en laiton, des nappes blanches, et une banquette d'angle, où le maire a l'habitude de dîner, le jeudi. Brianna commence à parler, avant même que nous ayons quitté notre rue. Alors, maman, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais le cabinet vient de finaliser cette grosse fusion, cette semaine. Ils font venir un associé de Chicago. Totalement ennuyeux. Sûrement un vieux type avec une calvitie, mais ça veut dire que je serai vice-présidente principale d'ici Noël, haut la main. Ma mère pousse un soupir d'admiration. Oh, ma chérie, c'est incroyable. N'est-ce pas? Le nouveau directeur principal atterrit le mois prochain, pour la réunion d'intégration. J'ai déjà dit à Brett que j'allais me positionner pour diriger la division A. C'est pratiquement dans la poche pour moi. Mon téléphone vibre contre ma hanche. Je jette un coup d'œil, caché sous la sangle de mon sac d'ordinateur. Un email de David. Objet, c'est en ligne. Les relations publiques viennent de publier. Les feuilles à en-tête signées sont dans ton sac. Je ne l'ouvre pas. Je sais déjà. Colette, tu es bien silencieuse. Qu'est-ce que tu en penses? Je lève les yeux de mon téléphone. De quoi, Brianna? De ma promotion. Tu ne vas rien dire? Félicitations. Merci, sœurette. Mon père croise mon regard, dans le rétroviseur. Cette soirée est pour Brianna, Colette. Facilitons la vie de tout le monde. D'accord, papa. Je glisse le téléphone, dans ma poche. Le parking du Lantern est déjà à moitié plein. 12 voitures que je reconnais. Brianna a répété cette soirée pendant des années. Moi, j'ai juste travaillé. À l'intérieur du Lantern, l'hôtesse nous guide au-delà du bar, et à travers la salle à manger principale, jusqu'à une longue table privée, dans le coin du fond. 14 chaises, dont 3 sont déjà occupées. Tante Patricia se lève, et se précipite pour m'étreindre. Elle sent le parfum White Diamonds. Oh mon Dieu, Colette, tu es magnifique. Magnifique. Salut, tante Patricia. Oncle Jim me serre la main, comme si j'étais une partenaire d'affaires. Le pasteur Tim se lève lentement, une serviette toujours coincée dans son col, et prend ma main dans les deux siennes. Colette, ça fait bien trop longtemps. J'ai prié pour vous, chaque dimanche. Merci, pasteur. Ma cousine Megan et son mari nous font signe, depuis l'autre bout. Les voisins de 2 maisons plus loin, les Henderson, ont déjà entamé la corbeille de pain. Ma grand-mère est amenée en fauteuil roulant, 3 minutes plus tard, par une infirmière de Saint-Agnès, et toute la table fait de la place pour elle. 4 personnes, à la table juste à côté de la nôtre, sont en pleine conversation, devant des verres de whisky et d'eau. Costume sombre, un ordinateur portable ouvert sur le coin de la table. Je ne regarde pas assez longtemps, pour enregistrer les visages. Mon père tapote son verre, avec un couteau à beurre. Il se lève. Les amis, merci d'être venus, avec si peu de préavis. Nous sommes ici pour célébrer le nouveau titre de Brianna, directrice principale des relations clients, chez Harlow & Rive Architects. Applaudissements autour de la table.
Comme certains d'entre vous le savent, cette famille a eu ses défis, mais ce soir, on célèbre ceux qui sont restés. Certains d'entre nous ont fait quelque chose de leur vie, ici même, à la maison. Tout le monde n'a pas eu besoin de s'enfuir à Chicago, pour se trouver. Il lève son verre, en direction de Brianna. Il ne le lève pas dans la mienne. À Brianna. À Brianna, répète la table en écho. Je lève mon verre d'eau, d'1 centimètre. Je prends une gorgée. Je le repose. Ma grand-mère passe la main sous la table, et trouve la mienne. Le serveur apporte la première tournée d'entrée, beignets de crabe, planches de charcuterie, une salade iceberg pour ma grand-mère. Le pasteur Tim se penche par-dessus la table. Son ton est doux et curieux, et peut-être un peu désolé, pour ce silence de 7 ans. Colette, nous n'avons pas eu de vos nouvelles depuis des lustres. Que faites-vous à Chicago, ces jours-ci? Toutes les têtes, autour de la table, pivotent vers moi. Je travaille dans l'architecture. Brianna rit, avant même que la phrase ne soit complètement terminée. Oh mon Dieu, pasteur, ne la laissez pas vous tromper. Elle fait de l'administration, dans un cabinet. C'est vraiment mignon. En gros, elle répond au téléphone, et elle gère la photocopieuse. Le pasteur Tim cligne des yeux. Je ne la corrige pas. Je prends ma fourchette. Je coupe un morceau de salade, et je le porte à ma bouche. Tante Patricia fronce les sourcils. Colette. Ma chérie, est-ce vrai? Brianna intervient à nouveau, avant que je ne puisse avaler. Allez, tante Patty. Tout le monde ne peut pas être directeur principal. On trouve tous notre niveau. J'ai dit 1000 fois à maman, que Colette fait ce qui la met à l'aise. Il n'y a pas de honte, à avoir un rôle de soutien. Ma mère hoche la tête, pour soutenir sa plus jeune fille. Elle a toujours été plus heureuse, dans l'ombre, approuve ma mère. Oncle Jim renifle dans son bourbon. La fille travaille à un bureau. C'est plus que ce que font mes gosses. Des rires. Léger. Facile. Le genre de rire qui se propage autour d'une table, quand personne ne pense que la cible écoute, du moins d'une manière qui compte. À la table voisine, l'homme assis au centre lève la tête d'1/4 de centimètre, au mot architecture. Il jette un coup d'œil vers notre table, puis regarde son téléphone, puis revient à son ordinateur portable. Je capte le mouvement du coin de l'œil. Je ne tourne pas la tête. Je bois mon eau. Je continue de manger. La soirée ne fait que commencer. Ma grand-mère s'éclaircit la gorge. Tout le monde, à la table, se tourne vers elle. À 81 ans, avec un cathéter de perfusion encore caché sous la manche de son gilet, elle impose toujours le respect dans une pièce. Colette s'en sort très bien. Très bien. Sa voix est douce, mais ferme. Ma mère tend le bras, et lui tapote la main, comme si elle calmait un enfant en bas âge. Maman, ne la pousse pas. Elle n'aime pas attirer l'attention. Tu le sais. Mon père pose son bourbon. Certains d'entre nous n'ont pas eu l'occasion de s'enfuir à Chicago, maman. Certains d'entre nous sont restés, et ont pris soin de leur famille. Ça compte aussi, Richard. Le ton de ma grand-mère se durcit. Ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Je veux juste clarifier les choses. Tu fais un scandale. Je veux juste clarifier les choses. La table devient silencieuse, l'espace d'un instant. Le pasteur Tim devient soudainement très intéressé, par son beignet de crabe. Je serre la main de ma grand-mère, sous la table. C'est bon, mamie. Mange. Le docteur Patel veut que tu manges. Elle tourne son visage vers moi. Ses yeux sont humides. Pas pour moi, ma chérie. Pour eux. Ceux qui parlent le plus fort du fait de prendre soin de la famille, ne sont presque jamais ceux qui le font réellement. Sa voix reste en dessous de la lueur des bougies. Je suis la seule à l'entendre clairement. Je sais, mamie. Tu n'es pas obligée de rester assise là, et d'encaisser ça. Si, je le dois. Un dîner. C'était le marché. Elle hoche lentement la tête, une fois, et reprend sa fourchette. Elle mange 2 morceaux de salade. Elle repose la fourchette. À l'autre bout de la table, Brianna est passée à l'histoire de ses fiançailles dans les îles turques écaïques, levant la main gauche pour que la lumière de la bougie se reflète sur le diamant.
3 carats, peut-être 2,5. Ma mère roucoule déjà. Mon père m'observe. Je ne lui rends pas son regard. Je le laisse observer. Brianna tend la main gauche, au-dessus de la table, comme si elle exhibait une pièce à conviction. Alors Brett a posé un genou à terre, sur la plage au coucher du soleil. Il y avait des pétales de rose, un violoniste. Il avait préparé tout un discours. Ma mère frappe dans ses mains, sous son menton. 2,5 carats. 2,7, techniquement, taille ovale, anneau en platine. Le téléphone fait le tour de la table. Tante Patricia s'extasie. Cousine Megan dit quelque chose sur le fait qu'elle a pleuré, en voyant la vidéo de la demande en mariage. Quand le téléphone arrive jusqu'à moi, j'y jette un coup d'œil. La bague est magnifique. Je rends le téléphone de l'autre côté. C'est ravissant, Brianna. Félicitations à vous deux. Elle penche la tête en me regardant, comme si j'étais un casse-tête qu'elle avait déjà résolu. Merci, sœurette. En parlant de ça, tu as 34 ans. Où en es-tu, dans ton calendrier? Mon calendrier pourquoi? Tu sais, le mariage, les enfants, les choses importantes. Tante Patricia se balance, mal à l'aise. Colette, ma chérie, tu fréquentes quelqu'un, là-haut à Chicago. Je me concentre sur le travail, en ce moment. Brianna rit, comme si j'avais raconté une blague. Oh mon Dieu, elle est mariée à son petit travail de bureau. C'est trop mignon. Ma mère prend un air compatissant. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour le mariage, et c'est très bien. C'est très bien aussi. Brett, le fiancé de ma sœur, s'arrête, un morceau de pain à mi-chemin de sa bouche. Il me regarde à travers la table. Il regarde Brianna. Il me regarde de nouveau. Colette travaille dans l'architecture, n'est-ce pas, dit-il. Oui. Dans quel cabinet? Brianna le coupe sèchement, avant que je ne puisse répondre. Brett, elle fait de l'administration. Laisse-la tranquille. Il fronce les sourcils, en regardant le profil de sa fiancée. Il repose le pain. Il prend son verre d'eau. Ma grand-mère observe toute la scène. Moi aussi. Et je remarque que l'homme à la table d'à côté fait de même. Les plats principaux arrivent. Mon père commande l'entrecôte. Cuisson à point, saignante à l'intérieur. Il la coupe avec le même rythme méthodique, qu'il a toujours utilisé, tout au long de ma vie. Coupe. Coupe. Retourne, coupe. En pleine mastication. Il parle sans lever les yeux. Votre mère et moi, allons mettre à jour le fonds familial le mois prochain. La cousine Megan dresse les oreilles, comme un chien d'arrêt. Oh, de grands changements? Significatifs. Brianna et Brett vont emménager dans la maison du lac. Nous avons décidé de la mettre à leur nom. De transférer l'acte de propriété. Les yeux de Brianna s'écarquillent, comme sur commande. Papa, tu es sérieux? Là, maintenant? Nous sommes sérieux. La maison du lac est vide depuis trop longtemps. Une jeune famille la mérite. Ma mère rayonne. Et qu'en est-il de Colette? Demande tante Patricia. Sa voix est prudente. Mon père ne lève toujours pas les yeux. Il coupe un autre morceau de viande. Colette a fait ses choix. Le patrimoine ira à ceux qui sont restés avec la famille. C'est ce que votre mère et moi ressentons à ce sujet. Il y a un petit silence, vif, à la table. Je pose ma fourchette. Je croise les mains sur mes genoux. Je ne réagis pas. La mâchoire de ma grand-mère se crispe. Tout son visage change d'expression, pendant une demi-seconde. Richard. Mon père continue de manger. Papa, c'est ta décision, dis-je. Ma voix est calme. Posée. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je ne te demande rien maintenant. C'est vrai. Tu ne l'as pas fait. Et ça fait partie du problème, Colette. En famille, on se demande des choses. Tu agis comme si tu n'avais besoin de personne. Peut-être que c'est le cas. Nous y voilà. Voilà cette fameuse attitude. Ma mère lui donne un coup de pied, sous la table. Il grogne. Le pasteur Tim s'éclaircit la gorge,
et demande la carte des vins. Je reprends ma fourchette. Je finis le morceau d'asperge, dans mon assiette. Margie me tapote le genou, une fois, sous la nappe. Ma sœur ne va pas laisser l'attention s'éloigner d'elle. Je vois qu'elle se repositionne. Elle se penche en avant. Sa voix monte d'un cran, pour que toute la table l'entende. D'accord. D'accord. Avant de passer au vin, je veux vraiment parler de cette promotion, pendant une seconde, parce que c'est une très grosse affaire, et je ne veux pas que ça passe inaperçu. Le pasteur Tim hoche la tête, pour l'encourager. Arlo Hendrive vient de me nommer directrice principale, des relations clients. En gros, je vais diriger l'équipe de la division E, 12 personnes sous mes ordres. Je suis la plus jeune directrice principale, qu'il n'ait jamais nommée. C'est merveilleux, Brianna, dit le pasteur Tim. Merci, pasteur. Et il y a en fait quelque chose d'encore plus grand, qui se prépare. Une fusion. La cousine Megan se penche en avant. Une fusion? Nous unissons nos forces, avec un cabinet boutique de Chicago. Une véritable amélioration de notre culture d'entreprise, pour nous. Apparemment, ils font beaucoup de travaux civiques, des bibliothèques, des palais de justice, ce genre de choses. Un peu académique. Mais l'équipe de direction est ravie. Oncle Jim demande, quel est le nom de ce cabinet de Chicago? Brianna balaie la question de la main. Laissez-moi réfléchir. Cornwell Caldwell. Quelque chose comme ça. Un très petit cabinet. Honnêtement, je pense qu'ils ont beaucoup de chances de nous avoir. Nous apportons notre portefeuille de clients. Ils apportent, je ne sais pas, un certain prestige en matière de design, ou quelque chose dans ce goût-là. Elle rit. Ma mère rit. Mon père rit. Oncle Jim lève son verre, à Brianna qui sauve un petit cabinet de Chicago. À Brianna. Le sourire de Brianna s'étire encore plus. Je ne devrais probablement pas trop en dire. Vous savez, les accords de confidentialité, les vrais trucs du boulot. Le pouce de ma grand-mère s'arrête de bouger, sur le dos de ma main. Elle s'immobilise complètement. À la table voisine, j'entends un verre être posé doucement, trop doucement, comme si quelqu'un ne voulait pas attirer l'attention. Je ne regarde pas, mais je sais que l'homme, assis sur le siège du milieu, écoute chaque mot. Je prends mon verre d'eau. Je bois une gorgée, lentement. Je baisse mon verre d'eau, et je laisse mes yeux glisser sur le côté, dans un mouvement fluide et sans hâte. L'homme sur le siège du milieu, à la table voisine, est un peu plus âgé que moi. La fin de la cinquantaine, des cheveux argentés coupés courts, des lunettes de lecture remontées sur son front. Il vient juste d'ouvrir son ordinateur portable, et je peux voir le bord inférieur d'une diapositive PowerPoint, sur l'écran. Deux logos, côte à côte. Arlo Hendrive, Caldwell & Partners. L'homme est Daniel Rive, associé fondateur du cabinet que ma sœur décrit en ce moment même, comme un très petit cabinet. J'ai fait 6 appels Zoom avec lui, au cours des 4 derniers mois, y compris l'appel de clôture, mardi. Il vit à 2 villes d'ici. Il est aux lanternes ce soir, avec ses consultants en intégration, pour préparer la réunion d'annonces communautaires, qu'il doit diriger en ville, lundi matin. Il lève les yeux, par-dessus le bord de ses lunettes de lecture. Il rencontre les miens, à travers les 3 espaces, qui séparent nos tables. Sa bouche s'ouvre, d'un petit centimètre. Je lui fais le plus petit signe de tête possible. Il ne dit rien. Il veut juste dire, je vous vois. Il ferme la bouche. Il se lève lentement, laisse tomber sa serviette sur sa chaise, et s'excuse pour se diriger vers le couloir des toilettes. Je le regarde sortir son téléphone, en marchant. Quand je me tourne vers ma propre table, ma grand-mère observe mon visage. Qui était-ce, chuchote-t-elle. Un collègue. Un collègue de qui? Le mien. Elle expire très lentement, comme si elle retenait son souffle, depuis le commentaire sur la fusion. Ma chérie, est-ce qu'il s'apprête à passer un coup de téléphone? Probablement, mais il n'en aura pas besoin. Pas avant quelques minutes. Ma grand-mère ferme les yeux. Un petit sourire étire le coin de sa bouche. Très bien, alors. Margie demande un peu plus d'eau. La carafe sur notre table est vide. Je me lève, je la prends, et je me dirige vers la desserte des serveurs, près du mur du fond.
Je suis à mi-chemin, quand ma mère m'intercepte dans le couloir, entre la salle à manger principale et l'espace privé. Elle me prend par le coude, d'une prise légère mais ferme. Ma chérie, un mot. Maman, je vais chercher de l'eau pour mamie. Ça peut attendre 1 minute. Mon père apparaît derrière elle. Il a dû nous suivre. Il s'approche suffisamment, pour que son eau de Cologne m'atteigne avant sa voix. Allspice, la même bouteille qu'il utilise depuis 1998. Colette. Sa voix est basse. Tu es assise à cette table, comme une pierre. Souris. Ris. Dis félicitations à ta sœur. Applaudis quand les gens applaudissent. Arrête de donner une mauvaise image de cette famille, devant le pasteur Tim. La main de ma mère se resserre sur mon coude. S'il te plaît, chérie, c'est pour une soirée. Tu peux bien nous accorder une soirée. Je les regarde, tous les deux. Je garde une voix neutre. Papa, j'ai souri. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas dit un mot sur rien. J'ai félicité Brianna, 2 fois. C'est bien le problème. Ton silence est bruyant. Tout le monde peut le ressentir. Tu mets toute la table mal à l'aise. Tu m'as demandé de me taire il y a 7 ans. Je me suis tue. Colette. Je la laisserai finir son histoire. La mâchoire de mon père se crispe. Il pense que je suis sarcastique. Je ne le suis pas. Je suis précise. C'est tout ce que je demande, dit-il. Laisse-la finir sa soirée. D'accord, papa. Je la laisserai finir. Je dégage doucement mon coude, de l'emprise de ma mère. Je continue vers la desserte des serveurs. Je remplis moi-même la carafe d'eau. La serveuse sourit. Je lui rends son sourire. Sur le chemin du retour vers la table, je croise Daniel Rive, qui sort du couloir des toilettes. Il ne me regarde pas. Aucun de nous deux ne ralentit le pas. Avant que je ne retourne dans la pièce, avec cette carafe d'eau, je veux sortir de l'histoire, l'espace d'une seconde. Si vous regardez ceci, et que votre poitrine est serrée en ce moment, j'ai ressenti exactement la même chose, debout dans ce couloir. Le moment où l'on vous dit que votre silence est le problème, après des années à vous entendre dire, que ce sont vos mots qui étaient le problème. Ce moment brise un peu une personne. Si cela a déjà résonné en vous, mettez la vidéo en pause, et laissez un mot, un seul, dans les commentaires. Silence. Je lirai absolument tous les messages. Et n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Ce que ma sœur a dit ensuite, c'est la partie que vous ne voulez surtout pas manquer. Maintenant, retour à la table. La carafe d'eau à la main. Le dessert arrive avant moi. Un tiramisu pour ma grand-mère. Une crème brûlée pour ma mère. Brianna a commandé un gâteau au chocolat sans farine, et commence déjà à le couper. Je pose la carafe pleine, devant Margie. Je m'assois. Brianna est au milieu d'une phrase. Je dis juste que l'architecture est un domaine vraiment difficile. Je ne pense pas que les gens de l'extérieur comprennent, à quel point c'est difficile. Tout le monde n'est pas taillé pour ça. Il faut de la vision. Il faut du leadership. Colette, je ne dis pas ça pour être méchante, mais tu es plutôt quelqu'un fait pour un rôle de soutien, et c'est très bien. La cousine Megan se penche en avant. Colette, est-ce que tu as un vrai titre? Genre assistante ou quelque chose comme ça? Brianna rit, avant même que je ne puisse ouvrir la bouche. C'est essentiellement une secrétaire. J'ai vérifié son LinkedIn, l'année dernière. Ma mère opine du chef. Elle ne met jamais rien sur ses réseaux sociaux. C'est parce qu'il n'y a rien à mettre, ajoute Brianna, et la table lui offre le rire, qu'elle cherchait tant à obtenir. Je coupe un morceau du tiramisu de Margie, avec une cuillère propre, et je le lui offre. Elle le prend. Elle l'avale. Elle me serre la main. Brett, de l'autre côté de la table, fixe son gâteau comme s'il lisait quelque chose de désagréable, dans le chocolat. Brianna, qu'est-ce que Colette a étudié à l'université, demande-t-il. Je ne sais pas. L'art ou un truc comme ça. Tu ne sais pas? Brett, ça n'a pas d'importance. Elle s'en sort bien. C'est une simple question. Le sourire de Brianna vacille, pour la première fois de la soirée. Mon père intervient.
Ça suffit, Brett. Nous sommes ici pour célébrer ta fiancée. Ne gâchons pas tout. Brett se tait. Il boit une gorgée d'eau. Il ne quitte pas ma sœur des yeux. J'ajuste la sacoche de mon ordinateur portable, sur mes genoux. Le dossier à l'intérieur, est exactement là où je l'ai laissé. Ma grand-mère, sous la table, serre ma main 3 fois. C'est notre vieux signal. Ça veut dire, à ton tour. Je tourne la tête vers ma grand-mère. La table bourdonne toujours autour de nous. Brianna est en train d'expliquer, à la cousine Megan, la différence entre un collaborateur junior et un directeur principal. Les yeux de Margie sont plongés dans les miens. Clair, ferme, un peu brillant. Ma chérie, dit-elle à peine plus fort que la lueur des bougies. C'est le moment de parler. Tu es sûre, mamie? Je t'ai élevée. Je sais de quoi tu es capable, quand tu décides d'agir. Je n'avais pas l'intention de le faire ici. J'allais partir, et retourner à Chicago. Je suis venu pour toi. Je sais que tu es venu pour moi, et je te dis, que tu en as assez encaissé ce soir, pour toute une vie. Parle. Je la regarde. Je la regarde vraiment. Ses fins cheveux argentés, la peau translucide sur ses jointures, le gilet qu'elle porte depuis 10 hivers. Cette femme a élevé mon père, et elle m'a élevé, quand mon père a oublié comment le faire. Mamie, si je dis ce que je sais, cette soirée va mal finir. Cette soirée a déjà mal fini, Colette. Il y a des heures de cela. Tu ne l'as simplement pas encore annoncé. D'accord. Je ne t'ai pas demandé de rentrer à la maison, pour les regarder briser ton esprit, ma chérie. Je t'ai demandé de rentrer à la maison, pour que tu puisses fermer la porte correctement, selon tes conditions. Je hoche la tête. Sa main se resserre sur la mienne, une fois de plus. Ferme-la, mon bébé. Je lève la tête. Je regarde ma sœur, de l'autre côté de la table. Elle rit de quelque chose qu'oncle Jim vient de dire. Des miettes de gâteau au chocolat sur sa serviette, la lueur des bougies dans ses boucles d'oreilles. Elle n'a aucune idée, de ce qui est sur le point d'arriver. Mon père non plus. Ma mère non plus. Je prends une longue et lente inspiration. Je tends la main, et je remonte ma sacoche d'ordinateur, sur mes genoux. Brianna remarque le mouvement de mon sac. Elle s'arrête au milieu d'une phrase. D'accord, attends. Avant de passer à autre chose, j'ai une question sérieuse. Colette. Oui. Quel est ton véritable titre? Parce que j'ai posé la question à maman ce soir, et elle ne le sait même pas. Je ne suis pas méchante. Je le promets. Dis-nous simplement. Es-tu une assistante, une coordinatrice de projet, une collaboratrice? Je pense que les gens aimeraient savoir. Son ton est d'une pure douceur, le genre de douceur qu'elle réserve, quand elle a un public, et qu'elle veut avoir l'air d'être indulgente, tout en humiliant quelqu'un. Mon père, à côté d'elle, repose sa fourchette. Réponds à ta sœur, Colette. Ma mère, de l'autre côté, hoche la tête avec insistance. Ma chérie, dis-nous juste quelque chose. N'importe quoi. Mets tout le monde à l'aise. Le pasteur Tim s'est figé. Tante Patricia m'observe, la main à moitié levée, comme si elle voulait arrêter ça, mais sans savoir comment s'y prendre. À la table d'à côté, Daniel Rive a tourné sa chaise, d'un quart de tour vers nous. Son ordinateur portable est fermé, maintenant. Ses mains sont croisées sur la nappe. Il écoute. Colette, insiste Brianna. J'ouvre la fermeture éclair du rabat supérieur, de la sacoche de mon ordinateur. Le bruit est faible. Mais la table l'entend tout de même. Tu as raison, Brianna, dis-je. J'aurais dû répondre, la première fois que le pasteur Tim me l'a demandé. Alors, je vais répondre maintenant. Je fais glisser la bandoulière de mon épaule, et je pose le sac tout entier sur mes genoux, correctement. Je plonge la main à l'intérieur. Je ne me presse pas. Je ne tâtonne pas. J'en sors un simple dossier en plastique, très fin. Je le pose sur la nappe, devant moi. Fermé. La table, pour la première fois de la soirée, est complètement silencieuse. J'ai apporté quelque chose avec moi aujourd'hui, au cas où le sujet serait abordé. Je ne pensais pas qu'il le serait.
La voix de Brianna se fait plus petite. Colette, qu'est-ce que c'est? Je garde ma main posée sur le dossier. J'ai passé 7 ans à ne pas me justifier, auprès d'aucun d'entre vous. Ce soir, je ferai une exception. J'ouvre le dossier. À l'intérieur, il y a 3 feuilles de papier. Un papier épais, filigrané, imprimé sur un papier à en-tête que j'ai contribué à concevoir moi-même, il y a 4 ans. Je tire la première feuille, et je la tiens face vers le bas, un instant. Le papier accroche la lumière des bougies, et je peux voir l'ombre légère des logos, transparaître de l'autre côté. 2 logos, côte à côte. Mon père plisse les yeux. Colette, qu'est-ce que c'est que ça? Un genre de coup monté? Non, papa. C'est un communiqué de presse. Mon cabinet l'a envoyé, à 9 heures ce matin. Je retourne la page, et je la fais glisser sur la nappe blanche, en direction de Brianna. Ni trop vite, ni trop lentement. De la même manière qu'on fait glisser un contrat, sur une table de conférence. L'entête est nette, et centrée. Caldwell & Partners plus Harlow & Rive Architectes. Annonce officielle de fusion. Brianna baisse les yeux dessus. Son regard parcourt la première ligne, puis la deuxième. Ses lèvres bougent. Avec effet immédiat. Le cabinet issu de la fusion sera dirigé par la directrice principale. Elle s'arrête. Sa bouche reste ouverte. Le nom imprimé, sous le titre, est le mien. Colette Monsieur Sinclair, anciennement de Caldwell & Partners, Chicago, Illinois. La table est d'un silence de mort. Le pasteur Tim est le premier à se pencher en avant. Il lit l'entête à l'envers, de l'autre côté de la table. Ses sourcils se lèvent lentement, comme un pont-levis. La main de ma mère glisse, jusqu'à sa gorge. Oncle Jim repose son bourbon avec tant de précaution, qu'on croirait le verre fait de coquilles d'œufs. Je n'allais pas en parler, dis-je. Mais tu as posé la question. Brianna n'a toujours pas levé les yeux du papier. Sa bouche est toujours ouverte. Le gâteau au chocolat trône, intact, devant elle. Je sors la deuxième feuille du dossier. Une biographie d'1 page. Ma photo, dans le coin supérieur droit. En dessous, une liste de projets. La bibliothèque d'Evanston. La rénovation du palais de justice, du comté de DuPage. Le centre d'art communautaire de Lakeview. Cette année de travail, imprimée sur une seule page. Je la pose à plat, à côté de la première feuille. La fusion entre Caldwell & Partners et Harlow & Rive a été annoncée en interne la semaine dernière. Le communiqué public est sorti ce matin, à 9 heures, heure centrale. Je suis la nouvelle directrice principale du cabinet fusionné. Ma voix ne tremble pas. Je ne l'élève pas. Je m'adresse à la table, de la même manière que je m'adresserais à une salle de conférence, pleine d'ingénieurs. Calme, factuel. Je ne suis pas venu ici ce soir, pour annoncer ça. Je suis venu dans l'Ohio, pour voir ma grand-mère. Brianna m'a invité à dîner. Je suis venu, parce que mamie me l'a demandé. Si personne ne m'avait posé de questions sur mon travail, ce dossier serait resté dans mon sac. Brianna lève les yeux de la feuille à en-tête. Son visage est devenu blanc, sous son fond de teint. Le fard à joues sur ses pommettes, ressemble à de la peinture sur un mannequin. Tu commence-t-elle? Brianna, l'annonce a été rendue publique ce matin. Les ressources humaines de ton cabinet enverront un email à l'ensemble de l'entreprise, lundi. Je suis ta nouvelle directrice principale. Le couteau de mon père s'entrechoque contre son assiette. Il ne coupe plus son entrecôte. Il s'agrippe au bord de la table. Tante Patricia se couvre la bouche, des 2 mains. Le téléphone de la cousine Megan est sur ses genoux. Elle ne filme pas. Elle envoie un texto à quelqu'un, sous la table. Je peux voir ses pouces bouger. Le pasteur Tim se lève. Il boutonne son blazer. Il me regarde. Colette, je vous dois des excuses. Plusieurs, en fait. Ce n'est pas la peine, pasteur, mais j'apprécie. Ma grand-mère, assise à côté de moi dans son fauteuil roulant, n'a pas prononcé un seul mot. Elle n'en a pas besoin. Sa main est toujours dans la mienne. Brianna recule brusquement sa chaise. Les pieds de la chaise grincent, contre le parquet. Non, non, c'est faux.
Tu as fait imprimer ça dans un Kinko's. Papa, regarde ça. Elle a inventé tout ça, pour ruiner ma soirée. Elle arrache le papier à en tête de la table, et le tient à la lumière, comme si elle vérifiait un faux billet de banque. Ses mains tremblent. Le filigrane est juste là, Brianna, dis-je. C'est le même papier à en tête que ton cabinet utilise, pour la correspondance externe. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es parti. Tu as choisi de partir. Je suis parti, et je suis allé travailler. C'est un mensonge. Alors appelle Daniel Rive. Il est l'associé fondateur de ton cabinet. Il est assis à la table, juste derrière toi. Brianna se fige. Elle tourne la tête lentement, comme quelque chose de mécanique. Daniel Rive est déjà debout. Il boutonne sa veste de sport. Il fait les 4 pas qui séparent sa table de la nôtre. Il pose une main, sur le dossier de la chaise de Brianna. Mademoiselle Sinclair. C'est à elle qu'il s'adresse en premier. Poli. Mesuré. Je vous présente mes excuses, pour ne pas m'être présenté plus tôt. Je n'avais pas réalisé que vous et Colette, étiez parentes. Il se tourne vers moi. Encore toutes mes félicitations, Colette. L'équipe d'intégration est ravie de vous avoir dans nos locaux, le mois prochain. J'étais justement en train de finaliser la présentation de la transition, ce soir. Il se retourne vers Brianna. Brianna, je dois mentionner que toutes les nominations de directeurs principaux sont en cours de révision, dans le cadre de la restructuration liée à la fusion. C'est la procédure standard, pour une intégration de cette ampleur. Nous commencerons à planifier des entretiens individuels, dès lundi. La mâchoire de Brianna est verrouillée. Brett, à l'autre bout de la table, laisse tomber sa serviette dans son assiette. Il ne parle pas. Il ne regarde pas Brianna. Il me regarde, moi. Mon père agrippe toujours la table. Ma mère s'est mise à pleurer. Daniel fait un signe de tête à la table, et retourne s'asseoir. Mon père se lève. Sa chaise percute le mur, derrière lui. Le bruit fait tressaillir les Henderson. Tu as planifié tout ça. Son visage a la couleur d'une viande saignante. Son verre de bourbon est vide. Ses mains sont à plat sur la table. Tu as conduit jusqu'ici, et tu as planifié toute cette mise en scène, pour humilier ta sœur, devant la famille, devant le pasteur Tim, devant tout ce foutu restaurant. Je croise les mains sur la table. Je ne me lève pas. Papa, je suis venu ici pour mamie. Brianna m'a invité à dîner. Je suis venu, parce que mamie me l'a demandé. Si personne ne m'avait interrogé sur mon travail ce soir, je n'aurais pas dit un mot. Tu m'as dit de me taire. Je me suis tu. Tu lui as tendu une embuscade. J'ai répondu à une question, avec un support visuel, avec un dossier. Avec un document que mon cabinet a publié ce matin, c'est une information publique. N'importe qui avec un navigateur Internet, pourra le voir d'ici lundi. Ma mère, les larmes coulant sur ses perles, se penche en avant. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement mentir, Colette? Juste pour une soirée, dis simplement secrétaire. Dis assistante, laisse ta sœur profiter de sa soirée. Je regarde ma mère. Parce que vous m'avez demandé de mentir sur qui je suis, pendant 7 ans. C'est fini. Mon père abat violemment la paume de sa main sur la table. Les couverts sautent. Cette famille m'a dit d'arrêter de lui donner une mauvaise image. J'ai arrêté. Je suis parti. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas écrit. Je n'ai rien publié. J'ai disparu pendant 7 ans, et j'ai construit quelque chose de réel. Et je n'ai demandé d'aide à aucun d'entre vous. Je n'ai rien volé. Je n'ai trompé personne. J'ai juste arrêté de me faire toute petite. Le restaurant est silencieux. À 2 tables de là, un couple a cessé de manger. Mon père se rassied. Il ne prononce pas un seul autre mot, pour le reste de la soirée. Le silence s'étire suffisamment longtemps, pour que j'entende les portes battantes de la cuisine, tout au fond. Le pasteur Tim est le premier à bouger. Il retire la serviette de son col, la plie en carré, et la pose à côté de son assiette. Il se lève. Je pense que je vais y aller. Margaret, je vous verrai dimanche, si vous vous sentez assez bien. Il me regarde.
Colette, pour ce que ça vaut, j'aurais dû vous contacter, il y a des années. Je suis désolé d'avoir cru ce qu'on m'a raconté. Merci, pasteur. Il me serre la main. Il laisse un billet de 20 $ sur la table. Il sort. Tante Patricia est la suivante. Elle ne part pas. Elle contourne la table, et vient se placer à côté de moi. Sa main se pose sur mon épaule. Ma chérie, je n'en avais aucune idée. Aucun d'entre nous n'en savait rien. Je demandais de tes nouvelles, à chaque Thanksgiving. Il me disait toujours que tu n'allais pas bien, que tu galérais, que tu ne voulais pas de contact. Je sais ce qu'ils ont dit, tante Patricia. Je les ai crus. J'en ai honte. N'en ayez pas honte. J'ai réussi. Elle me serre l'épaule, une fois. Elle retourne à sa place. Oncle Jim se sert un nouveau verre de bourbon. Il lève le verre, dans ma direction. Il ne porte pas de toast. Il se contente d'un hochement de tête. La cousine Meghan pleure silencieusement, dans sa serviette. Les Henderson de 2 maisons plus loin, ont l'air de venir d'assister à un accident de voiture, au ralenti. Ils font signe au serveur, pour demander l'addition. Brianna recule complètement sa chaise de la table. Elle se lève, le mascara coulant, son fond de teint craquelé au niveau de la mâchoire. Elle attrape son sac à main. Elle ne me regarde pas. Elle ne regarde personne. Elle sort du restaurant, par la porte d'entrée. Brett la regarde partir. Il ne la suit pas. Il prend son verre d'eau, et le boit d'un trait. Je me tourne vers ma grand-mère. Le reste de la table n'est plus qu'un bruit de fond, désormais. Ma mère se tamponne le visage avec une serviette. Mon père fixe son entrecôte, comme s'il lisait un éloge funèbre, dans les fibres de la viande. Je m'agenouille à côté du fauteuil roulant de Margie, à hauteur de ses yeux. Mamie. Elle lève la main, et la pose sur ma joue. Sa paume est fraîche et sèche. Je savais, dit-elle. Tu savais quoi? Je savais que tu trouverais ton moment. Je ne savais pas que ce serait ce soir. Mais je savais. Je suis venu pour toi. Je ne suis pas venu pour ça. Je sais, ma chérie. Et c'est exactement la raison pour laquelle ça a eu un tel impact. Parce que tu n'es pas venu pour te venger. Tu es venu par amour. Et la vérité, se trouvait juste par hasard dans ton sac. Je ris. Un vrai rire. C'est le premier rire sincère que j'ai, de toute la soirée. Mange ton tiramisu, mamie. Le docteur Patel va me tuer. Le docteur Patel peut bien attendre. C'est un bien meilleur médicament. Elle se penche en avant, dans son fauteuil. Elle prend mon visage à 2 mains. Elle m'embrasse sur le front, de la même façon qu'elle le faisait, quand j'avais 7 ans, que j'étais tombé de la balancelle du Porsche, que je m'étais ouvert le menton, et que je n'avais pas pleuré. Je suis fier de toi, Colette Marie Sinclair. J'ai été fier de toi, chaque jour, même les jours où je ne pouvais pas te le dire. Merci, mamie. Maintenant, mange ton dessert. Le tiramisu, ici, est très bon. Je me rassieds. Je tire l'assiette de tiramisu devant moi. Je prends une bouchée. Elle a raison. Il est très bon. Je regarde de l'autre côté de la table. Mon père refuse de me regarder. Ma mère envoie des textos à Brianna, sous la table. Brett demande l'addition au serveur. Je prends une autre bouchée. Je ne suis pas pressé. J'ai attendu 7 ans. Le dessert peut bien prendre son temps. Je ramène moi-même Margie, jusqu'à Saint-Agnès, dans son fauteuil. L'infirmière nous attend à l'ascenseur. Ma grand-mère s'endort, avant même que j'aie fini de border la couverture, autour de ses épaules. Je reste dans l'encadrement de la porte, pendant 1 minute. Le moniteur cardiaque BIPE doucement. Dehors par la fenêtre, les lampadaires du parking projettent de longs rectangles jaunes, sur le lino. Je marche jusqu'à ma voiture. Je m'installe sur le siège conducteur. Je ne démarre pas le moteur. Mon téléphone vibre. Brett. Je suis désolé. Je ne savais rien de tout ça. Je le lis. Je ne réponds pas. Puis, le nom de ma mère illumine l'écran. Je laisse l'appel partir sur la messagerie vocale.
Une minute plus tard, le nom de Brianna. Même chose. Messagerie. David envoie un texto de Chicago. J'ai vu l'annonce en tendance sur LinkedIn. L'équipe des relations publiques filtre les appels. Ça va? Je réponds en tapant. Ça va. Je serai de retour dimanche. Il envoie un pouce en l'air. Je reste assise dans la voiture pendant 20 minutes. Le parking se vide. Un agent de sécurité passe, et pointe sa lampe torche vers mon pare-brise. Je fais signe de la main. Il me répond d'un signe de la main. Je ne me sens pas triomphante. Je veux être clair là-dessus. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné quelque chose. J'ai plutôt l'impression de venir d'achever un travail très long, et très silencieux. Comme si je rendais un projet final, après un semestre qui aurait duré 7 ans. Mon téléphone vibre encore une fois. Brianna, de nouveau, cette fois par texto. Tu vas détruire ma carrière. Je fixe l'écran. Je tape, ta carrière n'est pas ma responsabilité. Elle ne l'a jamais été. Je supprime le message. Je ne l'envoie pas. À la place, je verrouille le téléphone, et je le lâche dans le porte-gobelet. Je démarre le moteur. Je conduis jusqu'au Best Western sur la route 23, car je ne dormirai pas dans cette maison, ce soir. La réception me donne une chambre, au 2e étage. Je dors 7 heures d'affilée, pour la première fois de la semaine. Samedi matin. Je suis dans la cafétéria de Saint-Agnès à 7h45, en train de manger une banane, et de boire un café d'hôpital, qui a le goût d'avoir été préparé en 1997. Margie est à l'étage pour la prise de ses constantes matinales. J'ai 30 minutes. Brianna me trouve à la table du coin. Elle a l'air plus petite à la lumière du jour. Pas de robe moulante, pas de talons. Elle porte un pull en polaire et des leggings, ses cheveux sont attachés en queue de cheval, et ses yeux sont gonflés. Elle s'assoit en face de moi, sans demander la permission. Colette. Brianna. Je n'ai pas dormi la nuit dernière. Je suis désolé de l'entendre. Ne fais pas ça. Ne joue pas les professionnels avec moi, en ce moment. Je suis professionnel. C'est bien ça le sujet. Elle pose ses 2 mains à plat, sur la table. Sa bague de fiançailles accroche la lumière des néons. Colette, s'il te plaît. J'ai besoin de ce travail. Brett et moi venons de verser un acompte pour la maison du lac. S'ils me mettent à la porte lors de la restructuration, si tu me mets à la porte lors de la restructuration, je perds tout. Brianna, je ne suis pas ta sœur en ce moment. Je suis la directrice principale du cabinet pour lequel tu travailles. Si tu veux discuter de ton rôle, envoie un email à mon assistante, Sarah, lundi. Elle planifiera un entretien individuel, avec ton chef de département. Tu vas vraiment m'obliger à faire ça, après tout? Après tout ce qui s'est passé? Oui. C'est exactement pour ça. Elle me dévisage. Ses yeux s'embuent. Je ne savais pas que tu étais. Tu n'as pas posé la question. En 7 ans, tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais. Pas une seule fois. Ce n'est pas juste. C'est juste, Brianna. Tu avais mon numéro. Tu as eu 7 ans. Tu as choisi de ne pas appeler. Elle repousse sa chaise, pour s'éloigner de la table. Elle attrape son sac. Ce n'est pas fini. Pour moi, ça l'est. Je ne mélange pas la famille avec les décisions liées à l'emploi. Ton travail parlera de lui-même, lundi. Elle se lève. Elle sort. La porte de la cafétéria se referme derrière elle. Je finis ma banane. Je monte voir Margie. Mon père arrive à 11h. Je suis assise dans la chambre de Margie, en train de lui lire les mots croisés du dimanche à voix haute, quand la porte s'ouvre, et que Richard entre. Il porte son blazer de l'église. Son visage est fraîchement rasé. Il ressemble à un homme, qui a passé toute la matinée à répéter un discours, devant le miroir de sa salle de bain. Il se tient au pied du lit. Il ne s'assoit pas. Colette. Papa. J'ai pris ma décision. Ta mère et moi te retirons entièrement du fonds familial. La maison du lac, la propriété sur la route 12, le compte d'épargne. Tout ira à Brianna. C'est définitif. Je pose les mots croisés.
Papa, je n'ai jamais fait partie du fond. Tu me l'as dit, il y a 7 ans. Il ouvre la bouche. Il la referme. Ma grand-mère prend la parole, depuis le lit. Sa voix est plus faible que la veille, mais elle porte. Richard, assieds-toi. Maman, c'est entre moi et. Assieds-toi. Il s'assoit sur la chaise en vinyle, près de la fenêtre, comme s'il avait 10 ans, et qu'elle venait de le surprendre en train de mentir, sur qui avait cassé la fenêtre du sous-sol. Margie le regarde, pendant un long moment. Le moniteur cardiaque BIPE. La perfusion cliquette. Je t'ai regardé punir cette fille pour son honnêteté, pendant 30 ans, Richard. D'abord pour avoir posé des questions, puis pour être parti, et ensuite pour avoir réussi. J'ai fini de regarder. Elle se tourne vers moi. Colette, la maison de la rue Linden est à moi. Elle l'a toujours été. C'est ton grand-père qui me l'a laissée. Pas à ton père. Je cligne des yeux. Je mets à jour mon testament cette semaine. La rue Linden te revient, en totalité. Ma maison. Ma décision. Mamie, tu n'es pas obligée. Je sais que je ne suis pas obligé. C'est pour ça que je le fais. Mon père se lève. Il boutonne son blazer. Il marche vers la porte. Tu fais une erreur, maman. Non, Richard. J'ai fait une erreur, il y a 30 ans. Je la répare maintenant. Il sort sans fermer la porte. Nous arrivons presque à la fin, maintenant. Et il y a une partie que je ne vous ai pas encore racontée. Ce que ma grand-mère m'a dit, 3 jours plus tard, sous le porche de sa maison, sur la véritable raison pour laquelle cette famille a fonctionné ainsi, pendant 30 ans. Si vous voulez l'entendre, restez avec moi pour encore quelques minutes. Et écoutez, si cette histoire a touché la bonne personne, au bon moment, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, ce soir. C'est tout ce que je demande. Le dernier chapitre est celui qui m'a changé. Brett me rattrape dans le parking de l'hôpital, dimanche matin. Je suis en train de charger mon sac de week-end dans la Volvo, me préparant pour le trajet de retour vers Chicago. Il est garé à 3 places de là, appuyé contre son pick-up, les bras croisés. Lui non plus, n'a pas l'air d'avoir beaucoup dormi. Colette, tu as 1 minute? 1 minute, oui. Il se détache de son pick-up, et marche vers moi. Je ne vais pas faire semblant, de ne pas avoir vu ce que j'ai vu vendredi soir. J'y pense sans arrêt, depuis 48 heures. D'accord. Elle me raconte l'histoire de ta vie, depuis qu'on a commencé à sortir ensemble. Que tu étais jalouse d'elle, que tu étais compliquée, que tu étais partie parce que tu ne supportais pas de ne pas être la préférée, que tes parents t'avaient coupé les vivres parce que tu étais égoïste. Je m'appuie contre la Volvo. Je ne nie rien. Je ne confirme rien. Je le laisse parler. Est-ce qu'une seule de ces choses était vraie? Brett, je ne vais pas te dire quoi croire. Ça, c'est entre toi et Brianna. Ce n'est pas une réponse. Pourtant, c'en est une. Tu as vu le papier en tête. Tu as vu l'associé du cabinet de ta fiancée, le confirmer en personne. Tu as entendu mon père me demander de mentir. Il regarde le bitume. Pose-lui une question, dis-je. Juste une seule. Demande-lui quel était le nom de mon école d'études supérieures. Si elle peut te répondre, peut-être qu'elle a fait plus attention que je ne le pense. Si elle ne peut pas, tu en sauras assez. Il ne dit rien, pendant un long moment. Je ne te demande pas de choisir un camp. Je te demande de poser des questions. Il hoche lentement la tête. Il met les mains dans les poches de sa veste. Pour ce que ça vaut, dit-il, je pense que tu as géré la soirée de vendredi, mieux que quiconque que j'ai jamais vu. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es quelqu'un de bien, Brett. Il monte dans son pick-up. Je monte dans ma voiture. Nous partons dans des directions opposées. 3 jours plus tard, je retourne en voiture dans l'Ohio, juste pour l'après-midi. Margie est sortie de l'hôpital. Elle est chez elle, rue Linden. La balancelle du Porsche a été fraîchement huilée. Il y a 2 tasses de thé, sur la petite table d'appoint. Elle est emmitouflée dans le plaid bleu en crochet, qu'elle a depuis bien avant ma naissance. Je m'assois à côté d'elle. L'air d'octobre sent les feuilles brûlées, et l'herbe mouillée.
Ton père était le bouc émissaire de son propre père, dit-elle. Je la regarde. Ton grand-père, paix à son âme, n'était pas un homme facile. Il critiquait Richard tous les jours de sa vie. Le traitait de lent, le traitait de faible, le traitait d'inutile. Et Richard a juré qu'il ne laisserait jamais sa propre famille faire ça à ses enfants. Et puis, il l'a fait quand même. Oui, les gens effrayés répètent ce qu'ils connaissent, ma chérie. Même les choses qui les ont détruits, et surtout les choses qui les ont détruits. J'enveloppe la tasse de thé de mes mains. La chaleur se diffuse dans mes doigts. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Non, en effet. Pas une seule seconde. Mais ça pourrait expliquer pourquoi tu es restée silencieuse pendant si longtemps. Tu essayais de ne pas devenir lui. Tu essayais de ne pas être la personne qui blesse les autres avec la vérité. Je réfléchis à cela, pendant un long moment. La balancelle du porche grince. Un bus scolaire passe dans un grondement, à 2 rues de là. Je crois que j'ai cessé d'avoir peur de devenir lui, le jour où je suis parti, dis-je. Alors, tu es déjà plus libre qu'il ne le sera jamais. Elle tend le bras, et pose sa main sur la mienne. Des doigts fins, chauds. La famille dans laquelle tu nais, n'est pas toujours la famille avec laquelle tu finis, Colette. Parfois, la famille, c'est juste une grand-mère sous un porche. Je pose ma tête contre son épaule. Ça me va, mamie. À moi aussi, ma chérie. À moi aussi. Nous restons assises là, jusqu'à ce que le thé refroidisse, et que les lampadaires s'allument. Dimanche soir, mon appartement sur Wabash, la baie vitrée est orientée vers l'est. Le lac ressemble à une sombre plaque de verre, à 5 rues de là. Je lâche mon sac près de la porte. Je suce pas mon manteau. David est au bureau. Il m'a envoyé un texto il y a 20 minutes. Un café sur ton bureau. Bon retour. Je rentre. Le café est tiède. Les plans de la bibliothèque d'Evanston sont étalés sur la table. Un post-it, écrit de la main de David. Appel d'intégration avec Arlo & Rive, mardi à 10h. Tu as le feu vert pour diriger. Je m'assois. J'ouvre mon ordinateur portable. Je fixe les plans pendant 1 minute, sans les lire. David frappe à la porte ouverte. Alors, comment c'était? Ma sœur travaille pour moi maintenant. Mon père m'exclut d'un fonds fiduciaire dont je n'ai jamais fait partie. Ma grand-mère me lègue sa maison, sur la rue Linden. David boit une gorgée de son propre café. Il s'appuie contre l'encadrement de la porte. Dans cet ordre? Non, dans le seul ordre qui compte. Ma grand-mère d'abord. Il hoche la tête. Il n'insiste pas. La révision de la bibliothèque d'Evanston est prévue pour jeudi. L'équipe de structure a envoyé les échantillons pour les fermes. Ils sont bien. Bien. Tu vas bien, Colette? Je lève les yeux vers lui, mon associé, mon collègue, la personne qui m'a regardé bâtir cette entreprise, d'une table pliante dans un bureau loué, à un cabinet de 90 personnes en l'espace de 7 ans, et qui ne m'a jamais demandé d'être autre chose que ce que je suis exactement. Je vais bien, David. Vraiment. Il retourne à son bureau. J'entends sa chaise rouler sur le sol. Je tire les plans d'Evanston plus près de moi. Des plafonds de 5 mètres, des fermes en chêne, des puits de lumière orientés nord-sud, la partie préférée de ma grand-mère. Je prends un crayon rouge, et je commence à marquer les révisions. J'étais parti pendant 3 jours. Je n'avais pas manqué à mon travail. C'était le cadeau le plus silencieux de tous. Lundi matin, 9h15. Je suis à mon bureau. La rivière Chicago est grise et calme, à travers la fenêtre. David est dans la salle de conférence d'à côté, en train de diriger une réunion de spécification avec les ingénieurs structure. Ma boîte de réception compte 47 nouveaux emails. J'ouvre celui de Sarah, ma nouvelle assistante. Objet, planification. Brianna Sinclair. Brianna Sinclair a demandé une réunion, concernant son rôle dans le cadre de la nouvelle structure organisationnelle. Elle est disponible de mardi à jeudi cette semaine. Que dois-je lui répondre? Je tape 4 lignes. Sarah, merci de m'avoir signalé cela. Veuillez transmettre la demande aux ressources humaines. Toutes les conversations de restructuration doivent suivre la procédure.
Je passerai en revue l'organigramme final avec l'équipe d'intégration, avant de planifier la moindre réunion individuelle. C. Je clique sur Envoyer. Je ferme l'email. Mon téléphone vibre. Je le retourne. Mamie Margie. Je décroche. La maison sur Linden est à toi, ma chérie. L'avocat a déposé les papiers ce matin. Mamie, merci. Rentre à la maison pour Thanksgiving. Juste toi et moi. Je préparerai les patates douces. Juste toi et moi. C'est assez de famille pour une seule table, tu ne trouves pas? C'est plus qu'assez. Je raccroche. Je regarde par la fenêtre. La rivière bouge toujours. La ville travaille toujours. Les plans de la bibliothèque d'Evanston sont sur mon bureau. Et quelque part, dans une ville située à 5 heures vers l'est, ma grand-mère est assise sur la balancelle de son Porsche, en train de boire du thé, dans la lumière du mois d'octobre. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette histoire, merci, sincèrement. Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà dû fermer une porte, que l'on ne vous autorisait pas à claquer? Je veux lire chaque réponse. Et si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez-la ce soir. Il y a 2 autres histoires comme celle-ci, qui vous attendent dans la description. Prenez soin de vous cette semaine.